de son travail sur un masque de danse d'animé. Merci. Chers membres du jury, chers auditeurs, bonjour. L'éléphant est un mammifère notamment reconnu pour sa grande capacité mémorielle. Quoi de mieux qu'un masque de danse bamiléké le représentant pour notre mémoire de fin d'études. Nous vous présentons aujourd'hui une documentation technique ainsi qu'une recherche historique qui le replace dans son contexte ethnographique. Toutes ces données nous ont conduites à la restauration de cet objet en lui redonnant une structure plus proche de celle d'origine, dans le but de sa mise en exposition à la verticale. Le masque 73-1987-2 est désigné en tant que masque zoomorphe et appartient à la catégorie des masques cagoule-éléphant, dit Mbapemten. C'est un artefact produit et utilisé par les Bamilékés au Cameroun. Il mesure 1,80 m dans sa longueur et 55 cm sur sa plus grande largeur. Il pèse 2,4 kg et est conservé au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Tout d'abord, une présentation des différentes parties constitutives est nécessaire. Il est constitué d'une coiffe, d'une cagoule, de signes anthropomorphes, de 2 oreilles et de 2 pans. Il s'agit d'un objet composite réalisé comme suit. Une toile de coton teinte à l'indigo est doublée par une toile en fibre libérienne, de couleur naturelle pour la cagoule et les pans. 4 lamelles de bois sont glissées entre les textiles avant couture sur les pans. Sont ensuite attachées à la cagoule les oreilles. Elles sont fabriquées avec une éclisse végétale, probablement de palmier raffia. Elle est enroulée sur elle-même en étant maintenue par des pics de bois transversaux et forme un disque plat. Cette éclisse est ensuite recouverte du tissu bleu. Le masque est entièrement brodé de perles de verre de couleurs différentes formant divers motifs géométriques. Enfin, la coiffe est faite avec une toile de coton qui n'est pas la même que sur le reste de l'objet et teinte d'un bleu plus foncé. Ces perles ont une forme et des couleurs différentes. Sur son bord supérieur, une gaine de tissu rouge entoure des bouts de tiges de bois exotiques et un disque de toile de laine est présent au centre de son sommet. À l'intérieur, des restes de rotin laissent supposer qu'à l'origine, la coiffe était maintenue en forme par une sorte de panier en vannerie. Plusieurs éléments ont été rajoutés par la suite. 2 empiècements de feutre rouge sur le pan avant, afin de combler des lacunes de la toile indigo, une mousse de polyuréthane et en rembourrage dans la coiffe, soit pendant l'usage du masque, soit au moment de sa vente et ou présentation en tant qu'œuvre. Et enfin, 2 éléments de soclage, à savoir un grillage métallique cerclé dans la cagoule et une tige métallique sur la doublure du pan arrière. L'étude ethnographique et l'étude typologique sur les masques éléphants bamilékés vont nous permettre d'avancer de nouvelles constatations sur l'élaboration de cet artefact et sa place au sein de ce groupe ethnique en tant que masque de danse d'une confrérie initiatique. Commençons par placer l'environnement dans lequel s'inscrit cet objet de mémoire. Le Grassland est une région du sud-ouest camerounais où se répartit la population bamiléké dans divers gungs. Un gung est traduit en français comme une chefferie. Il est considéré comme un État-nation avec des frontières bien définies et une organisation sociale très hiérarchisée. À la tête d'une chefferie se trouve un faux ou chef, entouré et conseillé par de nombreux contre-pouvoirs pour éviter une tyrannie. Ils sont appelés les Mkem. Ils ont chacun un rôle spécifique dans la chefferie et mélangent toutes les catégories sociales. Pour en faire partie, il faut payer un droit d'entrée, réussir l'initiation, puis respecter les règles définies par les membres du Kem. Chaque confrérie a des attributs qui lui sont propres. Selon les croyances bamilékées, ces attributs permettent de communier avec la puissance mystico-religieuse. Cette force de l'invisible est appelée le Ké. Le masque cagoule de notre étude est un autre exemple de ces attributs. Il est porté principalement par les sociétés Aka ou Kuosi. Il représente un éléphant par le biais des 2 grandes oreilles et du pan symbolisant la trompe. Il s'agit de la représentation du double animal, ou pi, du porteur du masque. C'est une des raisons pour lesquelles notre masque mélange attributs anthropomorphiques et zoomorphiques. Le totémisme bamiléké illustre l'importance essentielle d'une alliance entre l'homme et la nature. L'éléphant, animal puissant, symbole de royauté et de richesse, compte pour le double d'un homme socialement important. Celui qui porte un Mbapemten fait donc partie des proches du faux. Le masque est complété par divers accessoires en fonction du grade de l'homme au sein des initiés du Kem. Le Mbapemten est porté pour chaque événement festif du Gung.
au cours duquel son porteur peut avoir à danser et ou chanter. Il existe 2 danses pour ce masque, le Enzen et le Tso, dont les mouvements diffèrent selon le gung où elles sont pratiquées et du kem qui les réalise. En ce qui concerne la fabrication du masque, l'ornementation perlée participe également à l'expression du lien qui unit le danseur et son attribut. Les motifs et couleurs employés inscrivent l'individu au sein de son histoire, de sa chefferie et de sa confrérie. Ils sont considérés comme un véritable langage visuel que seul l'individu et son groupe peuvent comprendre en tant qu'initiés. Leur placement est principalement esthétique et exprime une recherche d'équilibre artistique sur l'artefact. Ils sont de 2 sortes, soit anthropomorphes et zoomorphes et illustrent la personnalité du porteur de l'objet, soit cosmiques et inscrivent donc l'initié dans l'univers. Il nous faut également évoquer l'emploi de quelques couleurs de perles utilisées, car elles participent à une idée de datation de l'objet. Les tons pastels présents sur la partie basse de l'objet sont très employés depuis le début de leur importation au XVIe siècle jusqu'au XVIIIe. Ils ne réapparaissent dans la production artistique qu'au XXe siècle. D'un autre côté, l'emploi de vert foncé, comme c'est le cas uniquement sur la coiffe, atteste d'une fabrication datant de la seconde moitié du XXe. Appuyé par le fait qu'il est ici employé avec du jaune, du rouge et du noir, cela symbolise de nombreux concepts sociaux de cette période et renvoie notamment au drapeau panafricain. Nous pouvons dès lors présenter une histoire matérielle de l'objet faite d'hypothèses et de certitudes. La partie basse peut avoir été fabriquée avant le XVIIIe siècle ou à partir du début XXe. La coiffe ne peut avoir été réalisée quant à elle qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Sur la fiche objet du musée, le masque est daté avant 1980. Un flou persiste quant à une datation précise de cet objet. Les certitudes de son existence apparaissent avec l'achat du masque au Cameroun dans les années 70 par le galeriste Alain Dufour pour le présenter avec d'autres Mbap Mten à la galerie Bernard à Ramatuelle. Le masque est mentionné à nouveau sur un arrêt en douane datant du 19 novembre 1980, alors qu'il était en partance pour Heidelberg. L'entrée de l'éléphant dans les collections patrimoniales françaises est appuyée par le directeur du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, qui le soumet à la commission d'acquisition de son musée. L'œuvre est achetée et entre dans cette institution. Aucune mention n'est faite de l'artefact avant le transfert d'une partie des collections du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et du Musée de l'Homme lors de la création du musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2006. À son arrivée en septembre 2020, un constat d'état est réalisé en 2 temps. Le premier concerne l'état de conservation des matériaux utilisés, tandis que le second s'intéresse à celui des différentes parties constitutives de l'œuvre. Nous présentons ici les principales altérations des divers médiums utilisés, à savoir les textiles, les perles et le bois. Revenons sur l'état d'altération des textiles. Sur la toile bleue, les altérations sont majoritairement d'ordre mécanique. Sont visibles plusieurs lacunes de la toile qui sont de taille variable, des effilochements, des boulochages et quelques déformations. Enfin, de nombreux raccommodages sont situés principalement sur la coiffe, les oreilles et le pan avant. Les 2 toiles rouges de la coiffe sont lacunaires. Les altérations de la doublure sont principalement des lacunes et déchirures. On retrouve encore des effilochages, mais également des plis et des déformations. Le feutre rouge du pan avant dégorge sur les textiles principaux. Concernant les perles, nous retrouvons 3 types d'altérations, mais celles-ci sont importantes car elles recouvrent la totalité du masque. Nous avons donc des lacunes de perles très nombreuses, un encrassement plus ou moins prononcé en fonction des zones du masque, et des traces d'une ancienne restauration, à savoir des collages de fils perlés cassés. Enfin, les éléments végétaux ont subi diverses altérations. Les éclisses des oreilles sont lacunaires et ont des traces d'infestation. Les lamelles de bois des pans avant sont fracturées et on peut y voir le passage d'insectes xylophages. Enfin, le rotin à l'intérieur de la coiffe est lacunaire aux 2/3 de sa surface et des cannes de vannerie sont cassées, voire mobiles à l'intérieur. L'objet est malgré tout dans un bon état de conservation mais nécessite des interventions conséquentes, notamment au niveau de la coiffe et des oreilles. Les interventions de conservation-restauration du masque de danse Tso se concentrent sur la stabilisation, notamment des textiles et des perles,
et sur l'amélioration de sa lisibilité en retrouvant en particulier la forme d'origine de la coiffe. Tout cela dans l'objectif d'une mise en exposition. Les dépoussiérages ont été réalisés au fur et à mesure des interventions. Vous pouvez observer à l'écran le faible taux d'empoussièrement de l'objet. Pour atteindre les zones les moins accessibles comme le dessous des rangées de perles, une microbuse est utilisée. Nous avons ensuite stabilisé les fils perlés cassés afin de faciliter les manipulations de l'objet et éviter de nouvelles pertes de perles. Pour cela, un fil d'organza de soie est passé dans la rangée de perles ou autour du fil perlé cassé, s'il est collé. Les raccommodages à retirer ont ensuite été sélectionnés en concertation avec l'équipe de l'institution prêteuse. Ces retraits sont décidés quand les raccommodages perturbent la lecture du masque ou s'ils sont source de tension sur les tissus constitutifs. Les zones concernées sont situées sur la coiffe, les pans et également sur les oreilles. Cette étape permet de faciliter l'accès des zones à consolider. Les éléments de soclage et de rembourrage sont ensuite enlevés et laissent apparaître d'autres interventions à réaliser. Par exemple, la vannerie interne n'était pas visible avant le retrait de la mousse de polyuréthane. De plus, nous visualisons l'importance des lacunes de la coiffe ouverte en deux à l'horizontale et confirmant encore une fois l'hypothèse que la coiffe et la partie basse n'étaient pas cousues ensemble. En effet, nous observons que le haut de la cagoule était fermé à l'origine et entièrement perlé comme sur les deux spécimens de mbapemten que vous pouvez voir sur l'écran. La lacune et les déchirures du sommet de la cagoule sont probablement la raison pour laquelle la coiffe a été ajoutée par la suite. Revenons-en à l'objectif d'une mise en exposition à la verticale du masque. Pour cela, nous devons réaliser un système de maintien en remplacement du rembourrage de la coiffe. Nous avons choisi d'utiliser du Foshape. C'est un intissé de fibres de polyester thermoformable. Il a l'avantage d'être léger et d'épouser parfaitement les formes tridimensionnelles. Pour que la coiffe soit stable et se maintienne d'elle-même, nous réalisons deux formes en Foshape de couleur noire, une suivant le patron de la coiffe et l'autre venant se placer sur le haut de la cagoule. Elles s'emboîtent pour plus de stabilité. Le premier moulage réalisé nous permet de constater, après son insertion, que la coiffe n'était pas un cône parfait comme nous le supposions, mais une forme pyramidale tronquée vers l'arrière. Cela explique alors pourquoi le dessus de la coiffe est autant perlé, car un décor aussi riche est forcément fait pour être vu. Nous rapprochons cette coiffe de celle présente sur d'autres masques cagoule éléphants, observés dans notre étude typologique des masques Tso. Un second moulage est fait après ces nouvelles constatations, et il sera inséré dans les coiffes après que la vannerie présente à l'intérieur ait été stabilisée. Des bandes de papier japonais sont collées à l'amidon de blé sur l'endroit des cannes, puis le tout subit une mise en sandwich entre le Foshape du fond de la coiffe et un tulle de protection. Cela permettra d'éviter la mobilité de potentiels fragments de rotin. Les éclisses des oreilles sont stabilisées en insérant des baleines en polyéthylène et retrouvent la forme de disque plat d'origine. Chaque insertion est consolidée par le nouage d'un lien en papier japonais et d'un fil de coton. Un disque de molleton fin est ensuite posé sur chaque face de l'oreille pour prévenir de potentielles altérations entre l'éclisse et le tissu indigo. Les textiles du masque sont consolidés par l'insertion du tissu, teint par nos soins aux zones des lacunes. Ils sont fixés par des lignes de points de restauration avec un fil de couleur adapté. Pour finir, nous réalisons des éléments pour le stockage sur le long terme et le transport du masque Baminéké. Notre sujet technico-scientifique a porté sur les conditions nécessaires à la mise en exposition à la verticale de notre masque. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Gwen Spicer, Marion Billot et Antoine Leménager sur l'usage des aimants en conservation-restauration. Compte tenu de la structure de l'objet, nous nous sommes attachés à trouver le moyen de maintenir les pans afin d'éviter de nouvelles altérations. Cela se justifie par le fait qu'ils représentent à eux seuls les 2/3 de la masse de l'objet. La présentation se devant être esthétique et discrète, recourir à un système de montage aimanté est la modalité de soclage que nous avons choisi d'expérimenter. Un tel système repose sur 3 éléments. L'aimant, dont la nature de l'alliage crée un rayonnement qui lui est spécifique. L'estimation de la quantité d'aimants à utiliser dépend de leur forme et de leur taille et de la pression qu'ils exercent.
Son choix dépend aussi de la masse de l'objet. L'élément récepteur, ensuite, joue un rôle dans la force d'attraction du système magnétique, en fonction de sa nature métallique. Son épaisseur a aussi un impact dans cette attractivité. Enfin, l'écart entre les deux éléments magnétiques a un impact sur la puissance de leur rayonnement. Entre en jeu dans cette distance l'épaisseur des matériaux et des interfaces en présence, et plus la distance est grande, plus la force d'attraction d'un système diminue. L'objectif de notre protocole est de comparer différentes combinaisons de ces trois facteurs pour en dégager une ou plusieurs qui répondent au cahier des charges, de la mise en présentation à la verticale de l'objet. Pour cela, nous sélectionnons un tissu se rapprochant de la toile de coton du masque sur lequel 2 séries de tests seront réalisées, car nous voulons savoir si les matériaux constitutifs ont un impact sur le rayonnement magnétique du système. Nous avons donc un échantillon de tissu simple et un échantillon du même textile mais brodé de perles. Des aimants néodymes, car ils sont très performants et les plus utilisés en conservation-restauration. Ils ont 3 formes différentes, disque, cube et parallélépipède, et 2 puissances sont choisies. L'élément récepteur est une barre d'acier, car il s'agit d'un métal ferromagnétique qui a un fort pouvoir attractif. Et pour finir, 4 interfaces, car ils préviennent de potentielles altérations pouvant être créées par la pression de l'aimant sur l'objet. Ils sont de nature et de tissage divers, car leur surface peut jouer sur l'augmentation des forces de frottement et ainsi éviter le glissement de l'aimant. La série de tests 1 permet de conserver les complexes aimant-interface supportant le plus de masse d'œuvre. La série 2 permet de sélectionner le complexe le plus adapté à la matérialité du masque Bamileke. Les tests d'évaluation sont réalisés en prenant en sandwich l'échantillon et l'interface entre les 2 éléments magnétiques. Des maslots sont accrochés sur l'échantillon de tissu pour définir la masse d'œuvre pour laquelle le complexe aimant-interface-élément-récepteur tient et ne déforme pas l'objet. Les tests de la série 1 nous ont conduit à conserver les aimants suivants: les cubes N42 et N50 et le parallélépipède N42. Nous nous concentrerons ici sur les résultats de la série 2 car il s'agit des complexes aimant-interface testés avec l'échantillon qui est le plus représentatif de notre masque. Après ajout d'une interface, nous avons éliminé le parallélépipède car son pouvoir attractif ne fonctionnait plus. Les comparaisons des résultats obtenus pour les 2 cubes aimantés combinés aux différentes interfaces montrent que le complexe N50 jersey de coton supporte une masse proche de celle du même complexe sans interface. Nos résultats nous permettent de conclure que le nombre théorique de cet aimant pour maintenir un pan serait de 7. Au terme de ces tests, nous pouvons tirer plusieurs observations. Il est possible de déterminer le nombre théorique d'aimants nécessaires au maintien des pans. Cependant, l'homogénéité des métaux ferromagnétiques tels que l'acier n'est pas garantie par leur système de production. C'est pourquoi le choix d'un montage magnétique pour une présentation nécessitera systématiquement des tests au préalable. Avec les résultats obtenus pour les interfaces de jersey et de molleton, nous voyons que même si la distance est augmentée entre les éléments magnétiques, les systèmes supportent plus de masse d'œuvre que pour les interfaces plus fines. Leur rugosité joue donc un rôle important dans le maintien du montage. L'étude de ce paramètre mériterait également d'être approfondie. Un 3e paramètre reste à explorer, à savoir la pérennité d'un tel système aimanté. Dans le cadre de ce mémoire, il n'a pas été possible de tester ce dernier critère, qui permettrait peut-être de conclure sur la viabilité de ces montages. Il conviendrait également de réaliser une mesure du rayonnement magnétique de l'aimant en fonction du matériau en contact. Ceci permettrait probablement d'améliorer le choix du type d'aimant en fonction des médiums, et peut-être ainsi de définir la masse surfacique qu'il supporterait. Au début de notre étude, nous avions mentionné l'éventualité d'une réflexion autour d'un outil de modélisation pour les systèmes aimantés. Les résultats obtenus aujourd'hui et les questionnements qui persistent montrent la complexité de création de cet outil du fait de nombreux paramètres qui entrent en jeu dans ces soclages. Cette année de mémoire s'est avérée riche en découvertes, apprentissages et en échanges interdisciplinaires, que ce soit avec notre équipe encadrante et les élèves restaurateurs de plusieurs spécialités.
L'univers Bamiléké nous a fait découvrir la richesse culturelle d'une ethnie qui nous était jusqu'alors inconnue, et nous a fait percevoir le masque 73 1987-2 comme empreint d'une force vivante toujours très présente, malgré le changement d'usage de cet objet. Sa conservation-restauration nous fait terminer ce cycle d'études en ayant pu mettre en œuvre toutes nos connaissances et pratiques apprises durant 5 années. Cela nous conforte dans l'attrait que nous éprouvons pour les objets composites. Le masque retrouve une forme de coiffe plus proche de celle d'origine et son histoire matérielle est dorénavant moins mystérieuse. Il peut ainsi continuer la transmission de son récit dans les collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je tiens à remercier chaleureusement mon équipe encadrante pour son implication dans la conservation-restauration de notre masque Bamiléké. Le pôle conservation du musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'atelier textile, notamment Patricia et Cécile, ma promotion, vous êtes le KEM dont je fais partie, et j'ai hâte de commencer cette nouvelle danse avec vous et ma famille. Je n'irai pas plus loin.